Le général Roxelmann commandait à Lyon pour les Autrichiens. Il m'envoya son aide-de-camp avec une lettre pour m'offrir ce service puisque j'étais dans son gouvernement et qui croyait avoir répondre de ma sûreté. Mais son véritable but était de faire prévenir l'aide-de-camp autrichien qui des émissaires envoyés de Paris menaçaient en mesure et ceux de mes enfants. L'aide-de-camp recommanda à M. Appel de redoubler de surveillance, certain comme je l'étais, que le général Roxman ne pouvait avoir que des renseignements exacts et que d'ailleurs tout ce qui se passait dans les médias expliquait assez secrète. J'aurais dû trembler à l'annonce de ce danger, mais je repoussais l'idée d'un crime malgré le fer de Dijon. Je ne pouvais me résoudre à croire mes ennemis capables d'ordonner le meurtre d'une femme et de deux enfants. Ainsi, je conservais encore tout mon calme. Quelle affreuse nouvelle vint les troubler. Tout à coup, M. de la Baudière avait été fusillé. Encore un ami perdu. Aucune voix ne s'était élevée pour lui. Nous n'avions pas ainsi abandonné autrefois la rivière et les Polignac, et pourtant le Baudière n'avait voulu assassiner personne. Infortuné jeune homme, quelle élévation dans l'âme, quel patriotisme ardent, quel noble dévouement à son pays, quel désintéressement dans ses affections. La France perdait un de ses meilleurs citoyens, et moi je perdais un ami. Je m'accusais d'avoir à peine répondu à tous ces sentiments généreux. N'est-il pas au moins mérité une entière confiance? De justes reproches venirent donc se mêler à mes regrets. J'ai appris aussi presque à la même époque la mort tragique de Murat. Quelle fin pour le roi! Quel exemple pour le peuple! Tout devenait sinistre autour de moi. Je n'avais pu relever parfois mon esprit abattu qui d'ailleurs souvent visiter mes ceux de la charité. L'image de la souffrance apprend à supporter celle qui vous oppresse. On croit que telle doit être la destinée humaine et l'on s'y résigne. Alors demander de prières pour ceux qui restaient encore et je vais la consolante idée qu'elle était trop peu peut n'être pas exaucée. Depuis le départ de M. de Flau, il était revenu de l'armée de la loi des lettres à son adresse. Les renvoyer à Lyon, où il s'était retiré, pouvaient lui être nuisibles. De notre côté, elles renfermeront peut-être des choses importantes pour lui. Je vais sa confiance, je les offris sans me croire coupable d'indiscrétion. Qui devais-je craindre en lisant les expressions passionnées d'une femme qui paraissait liée avec lui et qui se flattait de posséder son amour? Au même instant, tout autre de l'eau disparut à mes yeux. Ma patrie, mes amis, mes craintes, mes dangers, toutes fit place à une seule idée. J'ai été trompé. Et par qui? Et tant que moi. Comment ai-je résisté à cette énième preuve? Mon premier mouvement fut de lui envoyer un éternel adieu. Le second, de penser qu'il était malheureux, aussi abandonné peut-être par celle qui n'avait cherché que sa fortune. Devait-il n'être pas moi, l'ami du malheur? Ne serait-il pas réduit au désespoir et c'est moi qui le causerai? D'ailleurs, n'avais-je pas exigé d'un autre de perfection, et si l'on aimait un autre réellement, s'il avait souffert, peut me le cacher si j'avais été un obstacle à son parfait bonheur? N'était-ce pas assez de raison pour lui pardonner? Mais je répétais toujours pourquoi m'avoir trompé. L'homme ne sait pas assez à quel point il peut être aimé par un cœur pur. Dieu semble n'avoir formé les âmes si tendres qui, pour lui seul, et lorsqu'elles se détournent de ces mobiles demeures qui occupent doucement leur imagination pour se porter ailleurs, elles ne trouvant plus qu'agitation de leur mécompte. Après avoir été longtemps
On prend à toute l'agitation de mon cœur et à tout le désordre de mes idées. J'ai réuni le peu de force qui m'est resté et j'ai parvint à lui écrire. Dans ma lettre, j'ai l'accusé et j'ai le plaigné tout à tout. Elle s'est terminée par l'engager à rejoindre ça dans le mur devait lui être bien précieux puisqu'il lui avait sacrifié une affection comme la mienne. Je promettais pourtant de rester encore son ami à la seule condition, c'est d'avouer la vérité. Après ce pénible effort sur moi-même, j'ai tombé dans le plus grand anéantissement. Ce courage que les événements n'avaient pu abattre, succombé, j'étais frappé au cœur. C'était le côté sensible. Je ne pouvais plus rien prendre sans me trouver mal. On me portait dans les montagnes et là, je restais 5 heures de suite sans proférer une parole. Je fus bientôt tiré de cet état voisin de la mort par l'arrivée de M. Briat chargé d'affaires de mon mari, un chambien, la compagnie, et tous les deux venions en son nom, mon levé, mon fils aîné. Mon malheur était à son comble, ma dernière. Ma plus chère consolation m'allait être à vie. Et donc, à un moment, eh bien, ce fils que je vais tant disputer devant les tribunaux, dont je ne m'étais pas cru le courage de me séparer jamais. Ô perfection de l'amour maternel, j'allais le livrer, moi-même, malgré le déchirement de mon cœur. Et là, devais-je encore résister lorsque je n'avais plus que du malheur à lui offrir? Il partit.